Bonjour Agnès Mathieu-Daudet. Bonjour. Nous vous accueillons aujourd'hui à la bibliothèque Le Verbêtre dans le cadre du Printemps du Livre de Grenoble. Nous sommes un petit groupe de bibliothécaires et lectrices pour partager ces échanges avec vous. Nous allons parler de votre dernier roman, La ligne Wallace. C'est le 3e, après Un marin chilien paru en 2016, L'ombre sur la lune en 2017. Vous êtes aussi auteur jeunesse, mais ça, c'est une autre histoire. Dans La ligne Wallace, le lecteur va suivre Amos, un jeune chercheur français qui travaille depuis peu à la Fondation Wallaciana à Durham, dans le nord de l'Angleterre. On ne sait pas très bien ce qu'il fait là, et lui non plus, à vrai dire, il a l'air de pas toujours très bien comprendre ce qui motive ses choix. Sa spécialité, c'est l'étude du rhinocéros, et il se retrouve dans cette Angleterre laborieuse, pluvieuse, avec pour projet, entre autres, d'écrire la biographie d'Alfred Russel Wallace, un naturaliste, explorateur, contemporain de Darwin, mais dont le nom n'est pas passé à la postérité, bien qu'il partage avec lui la paternité de la théorie de l'évolution des espèces. Il est en lien avec son éditrice, Amos, pour l'écriture de cette biographie, qui le pousse à pimenter l'écriture, mais lui est plutôt en panne d'inspiration. Mais, au cours de la lecture, vont survenir des événements inattendus qui vont le bousculer, notre Amos. Le roman se déroule sur 7 jours. Chaque chapitre correspond à un jour de la semaine, du lundi au dimanche. On suit ainsi la pensée d'Amos et on apprend très vite comment se passe son quotidien, qu'il entretient une relation avec Elisabeth, la femme de son patron, deuxième personnage très important du roman. Et puis d'autres personnages vont intervenir, Jacob et Rebecca, sa sœur, John, le patron de la Wallaciana et donc le mari d'Elisabeth, et aussi Mike, son voisin, et puis d'autres. Alors j'ai trouvé que c'était un roman foisonnant qui prend toute son épaisseur au fil de la lecture. C'est un roman ancré dans l'ici et maintenant de nos sociétés, et pourtant tout commence avec Alfred Russel Wallace et la fameuse ligne Wallace dont vous avez fait le titre de votre roman. Et pour commencer cet échange avec vous, donc je voulais vous demander ce qui a motivé l'écriture de votre roman, pourquoi choisir un naturaliste, pourquoi celui-ci, et peut-être de nous expliquer ce qu'est cette fameuse ligne Wallace et que les auditeurs ne connaissent peut-être pas. Merci pour ce récapitulatif. C'est vrai que c'est la question à laquelle on n'a jamais envie de répondre tellement elle ouvre. Oui, alors pourquoi on écrit Finalement, j'ai pas la réponse, mais j'ai des pistes qui sont pourquoi. En fait, il y avait deux choses. Je me suis pas dit, je vais écrire. Enfin, moi, j'écris jamais en ayant un plan préconçu à l'avance. J'ai beaucoup de mal à faire ça. J'essaie à chaque fois, mais ça ne marche jamais parce que je m'ennuie. Si justement la ligne est déjà tracée, ça m'intéresse moins. Et donc, au départ, je ne sais pas forcément ce que je vais faire. Et c'est vrai que Wallace, c'était un personnage que j'avais rencontré en Angleterre, en voyant que sur des tables avec des best-sellers, et je voyais L'Archipel Malais, qui est son grand livre, qui a été réédité je ne sais combien de fois de son vivant, et qui n'est toujours pas traduit en français. Et je ne connaissais pas Wallace, et je me rends compte que c'est quand même quelqu'un de très important. Et alors ça n'aurait pas suffi, mais je découvre aussi, je commence à le lire, je lis cet Archipel Malais, et j'aime la façon dont il parle. Il est naturaliste, mais quand il explore, il s'intéresse aux humains autour de lui, il a un regard sur les choses qui me plaît, il a une forme à la fois de candeur et de certitude. Il a beaucoup d'assurance par moments et on sent en même temps que c'est quelqu'un de timide, qui a refusé les honneurs toute sa vie, mais qui suivait justement, lui, sa ligne avec beaucoup de détermination. Et je trouvais ça assez fascinant, quelqu'un qui a 25 ans, part en Amazonie parce que il a envie de réfléchir à une théorie... Alors sur l'évolution par sélection naturelle, c'est vraiment parce qu'il y a déjà Lamarck qui a commencé à réfléchir à tout ça. Darwin est parti sur le Beagle. Alors j'aimais beaucoup la personnalité de Darwin. Et je me suis rendu compte en travaillant évidemment ils sont tous les deux extrêmement attachants. Et justement cette co-découverte, chacun a refusé de s'attribuer la paternité de cette découverte. On a retenu le nom de Darwin pour plusieurs raisons, mais
il y a vraiment une modestie et une interaction entre les deux qui était touchante. Après, moi, ce qui m'intéressait pour écrire un roman, c'est-à-dire que j'aurais pu écrire une biographie de Wallace, sauf que je ne suis pas... Là, j'ai fait de l'histoire, mais j'ai pas du tout le bagage scientifique qui me permettait de faire ça. Et c'est pas forcément ce qui m'intéresse non plus. Moi, j'aime écrire de la fiction. Donc, je pense que pour ça, le personnage de Wallace, avec justement son côté un peu laissé pour compte, enfin, un côté un peu écarté par l'histoire, m'intéressait plus parce qu'il y avait plus de ressorts romanesques de ce côté-là. Il y avait aussi que j'aimais beaucoup cette histoire de ligne. Alors l'épigraphe du livre, il y a cette citation de Stevenson que j'aime énormément et qui dit en fait, savez-vous appliquer une parabole? Et il trouve ça, voilà, c'est beaucoup plus efficace qu'un raisonnement. Et je pense que la ligne Wallace me permettait d'écrire une parabole qui était donc Wallace a parlé le premier, enfin Humboldt avait déjà approché ça, mais Wallace détermine des zones géographiques sur le globe qui correspondent à une faune et à une flore et se rend compte en fait qu'il y a des endroits où on ne peut pas passer. Alors il s'en rend compte, c'est le début du livre, quand il est sur le Rio Negro, il voit qu'il y a des barrières naturelles qui sont visiblement infranchissables, alors que c'est un fleuve qui pourrait être traversé. Mais d'un côté, on a des populations de singes, de l'autre, d'autres singes qui ne se mélangent pas. Et il se rend compte qu'il y a quand même quelque chose qu'il va suivre tout au long de sa vie et qu'il montrera plus tard en Indonésie, avec cette ligne qui existe, géographique. On l'a un petit peu, Huxley l'a un petit peu fait bouger 10 ans plus tard, mais voilà, il dit ici, d'un côté, on a ces espèces, de l'autre, on en a d'autres. Il y a un rapport à la géologie, enfin, il y a l'histoire de ces endroits qui explique qu'à un certain moment, les choses se soient séparées. Tout ça pour dire, cette ligne me plaisait beaucoup à utiliser de manière romanesque pour dire aujourd'hui qu'est-ce que... voilà, on n'est plus dans le monde de Wallace. Il se trouve que Wallace a beaucoup... Enfin, peut-être en parler après, mais beaucoup réfléchi à la biodiversité. Donc il y avait des sujets d'actualité, mais il y avait quand même cette notion de séparation, à la fois géographique, temporelle, parce qu'on revient sur des accidents géologiques, il y a un rapport au temps. Et je me disais à quoi ça correspond dans la vie d'un être humain aujourd'hui. La notion de barrière infranchissable. Est-ce que c'est une communauté? Est-ce que c'est une classe sociale? Est-ce que c'est une situation dans laquelle on s'est enfermé? Est-ce que c'est un pays dans lequel on arrive, on est étranger? Il y avait tous ces thèmes autour de la figure d'Amos que je voulais faire rentrer en résonance avec la notion de ligne. Alors moi j'ai noté une sorte d'analogie entre Durham, ville pas très très facile, hein, comme on connaît les villes d'Angleterre, et les lieux de vie de Wallace. Alors, la jungle malaise, deux milieux plutôt hostiles. Et d'ailleurs, le roman commence de cette manière. Alors, je me proposais de lire le début du roman et vous demander pourquoi, après, vous avez choisi la ville de Durham. Et pas la jungle malaise. Pas la jungle malaise. Et puis aussi, moi, ce que j'ai noté, c'est que Amos observe la vie des hommes, mais d'une façon très très précise, comme à travers un microscope. Et là, je me suis demandé si Amos n'était pas votre microscope, parce que vous avez une description très très fine des personnages, des émotions, voilà. Alors, je vais répondre dans l'ordre, parce que ça me plaît beaucoup, cette analogie, mais pour le choix des lieux, oui, il y a je crois que c'est ce qui me plaisait aussi dans ce jeu avec le 19e siècle et la période des grandes explorations, c'était cette période de grandes explorations, parce qu'il y en a eu avant, mais celle-ci en particulier, quand Wallace part, évidemment, à 25 ans, ou quand Darwin part sur le Beagle, il a 22 ans, ces gens partent à l'autre bout du monde, ils ne savent pas du tout comment ça va se passer. Darwin, c'était une mission qui était organisée, il y avait des fonds, il y avait toute une expédition montée. Wallace, il part tout seul avec Bates, qui est entomologiste, qui a lui découvert plus tard le mimétisme avec lui. Enfin, c'est quand même quelqu'un d'important aussi dans l'histoire de l'entomologie, qui est encore plus jeune que lui. Ils partent tous les deux comme ça en bateau, ils sont malades, ils arrivent. Enfin, je trouve ça fascinant en fait d'imaginer ces deux hommes lancés dans un... Oui, quand il remonte le Rio Negro, il va dans des endroits qui n'ont jamais été visités. Humboldt est passé par là, mais pas partout. Et il est tout seul sur sa pirogue. Enfin, j'aimais beaucoup cette image qui correspond quand même à... Et tout ça dans
Oui, dans l'intérêt de la connaissance, pas du tout comme effectivement, je parle aussi des gens qui ont traversé l'Amazonie de façon beaucoup plus brutale au moment des conquistadors. Il y a quand même ce déplacement qui m'intéressait, et donc je voulais qu'Amos soit déplacé lui aussi, mais de façon plus contemporaine peut-être, en disant mais en fait, oui, il suffit aujourd'hui de traverser. Voilà, il est en Angleterre, il est déjà extrêmement dépaysé. Il y a cette pluie qui tombe sans cesse, et donc effectivement qui est la seule analogie avec la jungle, qu'elle soit amazonienne ou malaise. Mais il y a, je crois, le même. Oui, on peut être totalement arraché à soi-même sans aller très loin. En fait, c'était aussi ça que je voulais montrer, et dans un monde où voilà, les missions qu'on propose à Wallace, il part aujourd'hui, à Amos, pardon, pas à Wallace, mais ce serait la même chose si on les proposait à Wallace aujourd'hui, il serait quand même très limité. Enfin, c'est ce qu'il dit, si je pars en mission, je vais être dans des instituts, on va pas forcément me laisser aller partout, et la forêt, de toute façon, ce qui reste est quand même pas très réjouissant. Il y a toute cette violence qui n'était pas la même au temps de Wallace. Et donc je voulais qu'il ait aussi, là c'est pour arriver vers votre deuxième question, qu'il soit dans un microcosme. Voilà, quand Wallace arrive dans la jungle amazonienne, il ne voit rien au départ, tout est vert. Il dit dans ce vert on distingue rien, il trouve tout terne en fait. Et puis au fur et à mesure il s'enfonce et il commence à distinguer les arbres, les insectes. Alors il n'y a pas assez de coléoptères à son goût, mais enfin il commence à voir les papillons. Et voilà, Amos lui arrive, il ne voit rien au départ de ce qui l'entoure. Alors lui il voit rien aussi parce qu'il est, peut-être comme Wallace par moment, trop collé le nez dans son... Donc il y avait cette approche entomologiste, c'est pour ça que les insectes aussi jouent un rôle tout au long du livre, comme ils ont joué un rôle pour Wallace, pour Darwin. Et donc il étudie un petit peu, il dissèque effectivement comme s'il avait un microscope exactement tout ce qui se passe autour de lui, sa relation avec Elisabeth. Je pense que quand on commence à regarder sa propre relation amoureuse avec autant d'attention, ça peut pas forcément bien se passer. Enfin, en tout cas, ça débouche pas forcément sur le sentiment amoureux et sur la lucidité, oui, mais c'est pas forcément ce qui va l'aider à avancer. Il regarde les êtres autour de lui, il se rend compte qu'il a jamais fait attention à son voisin, mais il le regarde aussi avec ce regard assez distancié. Et il va falloir que quelque chose change pour qu'il laisse tomber son microscope et qu'il rentre dans justement l'aventure, l'exploration et la vie. Après que moi je fasse en permanence que moi-même j'utilise un personnage comme microscope, je pense que ça j'y avais pas pensé, mais c'est vrai qu'il y a tout le temps cette espèce de distanciation. Au départ je voulais parler de Wallace et je me disais comment faire pour que ce soit pas une biographie romancée. Parce que, j'ai pas les compétences, comme j'ai dit, pour la biographie, vraiment, je me sentais pas de le faire. Et puis, deux, une biographie romancée, je respecte trop, je crois, certaines... Parce que j'ai fait de l'histoire, j'arrive pas, moi... J'ai envie, quand je lis un livre, de pouvoir faire confiance à ce que j'apprends. Enfin, il y a un jeu avec la vérité, évidemment. J'interprète certaines choses, certains sentiments peut-être que Wallace aurait eu. Mais enfin, j'ai essayé de rester quand même très fidèle à ce qu'il écrivait. Et je pense que j'avais besoin du microscope du personnage qui fasse un intermédiaire entre moi et Wallace pour pouvoir dire certaines choses aussi que je prête au personnage. Et oui, je pense qu'il y a une série de focales en fait, et puis c'est quand même l'idée du livre à la fin, c'est de dire ce qui est important, c'est d'arriver à changer de focale. Donc à la fois le microscope, et puis on parle quand même beaucoup d'étoiles et de tout ce qui nous entoure. Et je pense que les naturalistes et les explorateurs du XIXe siècle et les écrivains aussi auxquels je fais allusion dans le livre, étaient tous des gens qui avaient conscience de ce lien entre l'infiniment petit et l'infiniment grand, et de la nécessité de passer sans cesse de l'un à l'autre. Merci. Vous l'avez évoqué déjà un petit peu tout à l'heure en disant que vous n'aviez pas de plan préétabli au départ, mais vous abordez de très nombreux sujets dans ce roman. La crise écologique, le monde de la recherche, les conflits d'intérêts entre les sociétés privées et le secteur de la recherche, Nabokov, pour n'en citer que quelques-uns. Et tous ces thèmes périphériques, étaient-ils préalablement quand même établis, ou alors sont-ils arrivés au fil de la pensée, de l'écriture ? Oui, alors parfois ça m'inquiète un petit peu. Enfin, quand vous racontez le livre et que j'entends, je me dis oui, il y a ça, il y a ça, il y a ça. Quand j'ai fini, je vois pas qu'il y a autant de personnages, par exemple secondaires, enfin qui sont pas secondaires pour moi, mais c'est vrai qu'il y a quand même. J'avais l'impression qu'il y avait personne dans ce livre. Je me disais il est seul dans ce. Puis je me rends compte que quand même cette solitude est assez peuplée, comme toujours finalement quand on commence à regarder un peu différemment. Et les thèmes abordés.
Je pense que c'est ma façon à la fois de voir le monde et de penser enfin, c'est comme ça que j'aime le monde. C'est dans cet enrichissement croisé permanent. Et je pense que c'est ce que j'ai envie de faire dans les livres. Après, l'objectif, c'est que ce soit le plus harmonieux possible. Et ça, c'est un travail. Je pense que pour moi, ma ligne d'écriture, c'est celle-ci, c'est d'arriver à ce que tous ces thèmes apparemment divergents se rejoignent. Et je pense que la figure de Wallace était parfaite pour ça. Et c'est aussi pour ça, évidemment, qu'il m'a intéressée. C'est quelqu'un qui a, Amos le dit dans le livre, c'est quelqu'un qui a, et d'ailleurs ça le bloque, c'est quelqu'un qui a réfléchi à tout. Il a écrit, Darwin aussi, c'est des gens qui réfléchissaient à tout et qui écrivaient des milliers de pages sur des sujets quand même très très variés. C'est quelqu'un qui avait cet engagement social très marqué, qui s'est très tôt intéressé aux droits, à la fois les droits des citoyens d'Angleterre, et donc il a lutté contre l'appropriation foncière. Enfin, il a fondé une société contre la nationalisation des terres. Il s'est intéressé aux droits des femmes très tôt. Il avait vraiment, il avait une position qui est parfois un peu curieuse sur la place des femmes dans le mariage, et c'est pas un progressiste sur certaines questions, mais il a quand même cet intérêt d'égalité. Il s'intéresse après à des choses. Enfin, donc ça, je voulais je pense que toute la réflexion sur aussi une certaine forme de la façon dont le capitalisme a affecté le monde dans lequel on vit, c'est quelque chose qui était là aussi sous-jacent et auquel lui a réfléchi. Il y avait aussi tous ces thèmes, il s'intéresse à, quand je parlais de regarder l'infiniment petit, l'infiniment grand, il a pris part à tous les débats sur est-ce que Mars est habité, est-ce que... il s'est prononcé sur la vaccination, il parlait de tout. Et je pense que c'est ça, moi, qui me... Voilà, et je me dis, en fait, quand on essaie de parler dans un livre de sa façon de regarder le monde, la façon dont le personnage regarde le monde, évidemment, c'est la mienne aussi, parfois. Et alors, forcément, le livre a cette forme-là. C'est-à-dire que moi, ce qui m'intéresse, c'est ce regard qu'on peut porter sur les choses et qui fait qu'on arrive à avoir son propre rapport au monde. Et je pense que c'est un peu ça que je dis à la fin du livre. Finalement, ce qui m'intéresse, c'est cette intimité qu'on nourrit chacun, qu'on entretient chacun avec le monde, la façon dont on le perçoit, dont on interagit. Et et tous ces thèmes, c'était une façon de décliner ça. Et puis aussi, quand on écrit, on se rend compte qu'il y a des tas de correspondances, évidemment, qu'on n'avait pas perçues. Et ça, c'est le moment, je pense, moi, qui me fascine le plus dans l'écriture. Et aussi, ensuite, la réception, quand on commence à vous parler de votre livre et qu'on entend comment tous ces thèmes qu'on a crus parfois indépendants sont en fait... il y a des motifs, il y a des choses qui permettent de les relier. Par exemple, je me suis rendu compte qu'il y avait plusieurs fois, il y avait la couleur noire. Alors au départ, c'était pas intentionnel. Je parle du Rio Negro au départ, de Wallace j'aimais bien cette image de quelqu'un qui est tellement optimiste que pour comprendre quelque chose il a besoin de voir l'obscurité pour comprendre la lumière. Enfin, il pense à la lumière quand il voit l'obscurité. Et ça, je me disais, c'est quelque chose de marquant. Et donc, il y avait le Rio Negro. Ensuite, il y a cette image du jaguar qu'il voit. Il parle toujours de ce noir, noir comme le Styx. Noir. Et je me disais ce noir, et puis je me suis rendu compte que le personnage de Jacob, et donc, qui est un juif orthodoxe, enfin ultra-orthodoxe, et sa sœur Rebecca sont habillés en noir. Et il y avait... Alors vous vouliez peut-être en parler, je vois, donc on va en reparler. Mais tout ça pour dire, ce noir, je me suis dit, mais en fait, c'est... Et je parlais beaucoup de Stevenson, et je me suis dit, mais en fait, il y a quelque part au loin cette tache noire que les pirates s'envoyaient pour annoncer quand quelqu'un avait trahi ou allait être, en tout cas, mis à mort, enfin que sa mort était décidée par d'autres pirates. On lui envoyait une tache noire, enfin un symbole noir, et qui apparaît dans L'île au trésor, qui est un livre qui m'a énormément marqué enfant et dont je ne savais pas à l'époque que Stevenson avait, quand il l'a écrit, c'était au moment où il réfléchissait beaucoup à toutes ces théories sur la fiction. Et en fait, ce livre, qui a l'air d'un livre pour enfants, contient et illustre toutes les théories littéraires qu'il développe à ce moment-là. Et je me dis, cette tache noire, en fait, c'est ce que j'ai fait. Il y a cette tache noire qui réapparaît dans le livre, et Amos finit par se dire, mais est-ce que je ne devrais pas commencer à avoir des signes dans tout ce noir ? Et je me disais, voilà, ça, par exemple, c'est quelque chose qu'on ne voit pas quand on écrit, et puis on se rend compte qu'on a semé des petites taches noires partout, comme des petits cailloux blancs, et qu'il y a en fait, là aussi, une ligne à suivre. Je voulais effectivement rebondir sur le personnage de Jacob. Parmi tous les thèmes donc, que vous évoquez, il y a celui de Jacob qui est membre d'une société ultra-orthodoxe locale et qui vit donc dans un milieu parallèle à celui d'Amos.
Et ces deux-là, Amos et Jacob, n'auraient jamais dû se rencontrer. Ils ont franchi une ligne aussi. Oui, alors c'est leur rencontre, et d'ailleurs arrive au fil de c'est un petit peu rocambolesque, mais enfin, ce sont des choses qui arrivent et qui m'intéressent dans l'univers de la fiction aussi, c'est de parler de ces accidents qui font que les choses se passent. Et oui, il y a c'est encore une fois, je pense à Stevenson, parce que cette histoire d'accident, il explique que le roman se développe le long des événements et des accidents, en fait, les aventures ne sont pas quelque chose de périphérique, mais de fondamentalement constituant la forme du roman. La façon dont un personnage est projeté dans des accidents et des choses qui lui arrivent comme ça. La rencontre avec Jacob, alors elle se passait différemment au départ, il y avait un rapport différent avec le personnage de Rebecca, mais oui, alors après c'était difficile parce que j'ai pas moi la légitimité. Alors je suis pas scientifique, je l'ai pas forcément pour parler de Wallace, mais pour parler de communautés religieuses que je ne connais que de l'extérieur. Bon, là c'est le personnage d'Amos qui est confronté, ça reste un point de vue très subjectif. Il se trouve qu'à Durham, donc à Gateshead, qui est juste au nord de Durham, il y a la plus grande yeshiva d'Europe en fait. Donc il y a énormément de jeunes juifs orthodoxes qui viennent étudier. Et il y a localement des communautés plus ou moins, effectivement, ultra-orthodoxes, qui sont toutes différentes. Je ne me permets pas de connaître en détail. Donc ça, c'était difficile aussi de créer un personnage en sachant pas jusqu'où il pouvait s'exprimer comme ceci ou faire ça. Je ne sais pas si je le referais, parce que c'est parfois, alors on me dit oui, vous écrivez à la place d'un homme, oui, mais ça, je connais plus d'hommes que génériques, si ça existe, je ne crois pas, mais en tout cas, pour ce que je voulais faire dans le roman, j'avais plus d'expérience de point de vue masculin que ce que je n'avais de juifs ultra-orthodoxes de 17 ans qui veulent quitter leur communauté. Mais je trouvais ce personnage intéressant parce que justement, au-delà de la tache noire, il y avait l'idée d'une communauté comme barrière, comme frontières et lignes qui nous entourent, qui est quelque chose qui est de plus en plus présent aujourd'hui et qui est une nouvelle forme. Enfin, on retourne à ces communautés qui nous entourent. C'est vrai qu'au Moyen-Âge, au début des temps modernes, il y a énormément de communautés. La communauté religieuse et une petite frontière, la première frontière autour du cercle familial. Et donc j'avais besoin de ces communautés et je trouvais que celle-ci en particulier a l'intérêt, d'un point de vue de cette fiction-là, d'être figée dans le temps, de réclamer un mode de vie qui est quand même qui a évolué dans d'autres communautés, là n'a pas évolué, un costume qui est figé dans le temps, et par ailleurs des communautés qui sont créationnistes et qui refusent la théorie de l'évolution. Donc il y avait cet intérêt de dire voilà, franchir les lignes, c'est aussi une question de temps. Il n'y a pas toujours, et d'ailleurs pour ce Jacob, on ne va pas forcément franchir la ligne à ce moment-là. Peut-être plus tard dans sa vie, il la franchira. Peut-être qu'il n'a pas besoin de franchir la ligne. Peut-être qu'il y a des lignes qu'il ne faut pas franchir parce qu'on ne sait pas vivre sans la frontière qui nous protège. J'avais envie d'aborder tout ça avec ce personnage. Ça va alors, si le message est passé. Alors, moi, il y a quelque chose que je voulais évoquer qui m'intéresse. On vient de parler de taches noires, d'accidents. Et moi, je vois aussi plein de petites taches roses. Et je trouve que dans votre écriture, il y a plein de petits décalages, des situations ou des personnages assez loufoques qui surgissent comme ça. Ça déclenche le sourire. En même temps, on n'est pas toujours dans des trucs très drôles. Mais juste l'épisode de la voiture qui se retrouve à l'envers, là, on l'imagine bien comme une espèce de gros scarabée embêté. Il y a aussi dans l'épisode avec Jacob, quand il est hébergé par le libraire anarchiste qu'on aimerait bien rencontrer avec son fanzine au nom improbable. Voilà, il y a plein de petites choses comme ça. Qui est noir encore, c'est Black Cat. The Black Cat Shit, je crois qu'il s'appelle. Et puis, alors j'ai noté quelque chose, peut-être parce que je viens juste de finir Un marin chilien, après avoir lu La Ligne Wallace. Et j'ai remarqué que vous semblez aimer les malentendus et ce qui génère. Parce que dans Un marin chilien, le pauvre jeune homme qui s'appelle Alberto m'a fait penser à Amos par certains côtés. Il débarque en Islande complètement perdu.
Alors il est bien chilien, mais il est absolument pas marin et il va se retrouver persécuté par un espèce de viking jaloux dont il va avoir beaucoup de mal à se défaire. Et là, Amos, il vit aussi quelque chose de curieux. Il explique qu'il a souvent été pris pour un autre, justement à cause de ce prénom qui fait croire qu'il est juif alors qu'il ne l'est pas, et puis se retrouve embringué dans cette opération Sauver Jacob. Et puis il y a aussi un autre petit point, alors peut-être que c'est fortuit, mais il s'appelle Picard, patronyme d'Amos, c'est Picard. Moi, Picard, ça me fait penser à cette incroyable famille d'aventuriers, là où de grand-père en père en fils, c'est des gens qui ont fait des choses absolument incroyables. Et Amos me semble l'exact inverse de tous ces gens, et ils portent leur nom de famille. Et du coup, j'aurais aimé savoir si vous avez une prédilection pour ce que les malentendus génèrent. Et ça crée une émotion qui est toujours un peu entre la gêne et le sourire. Et c'est une émotion intéressante. Oui, alors là, c'est difficile de répondre parce que je pense que c'est un peu l'histoire de ma vie. Et voilà, on a toujours envie de parler que du livre et de son rapport à la fiction de façon très détachée. Et c'est justement, je passe mon temps à me dire, il faut pas que je parle de moi. C'est difficile. Parce qu'évidemment, vous avez rappelé le personnage d'Alberto. Dans le deuxième livre, L'ombre sur la lune, il y a un personnage qui s'appelle Attilio. Je pense qu'il y a des déclinaisons masculines d'Agnès Mathieu-Daudet, malgré elle, qui apparaissent dans tous ces livres. Je m'en suis rendu compte quand même, là, je me disais, c'est le troisième qui a un prénom qui commence par un A, il faut peut-être se poser quelques questions. Et puis après, je me suis dit, mais oui, évidemment, évidemment, ce sont des versions. Les personnages, c'est difficile de pas assumer cette paternité, mais cette maternité-là. Et une fois que c'est devenu conscient, je me suis dit, oui, bon, il y a quelque chose, évidemment, je vais garder. Je vais pas lui inventer un autre prénom. Et après, je lui cherchais un nom de famille. Et je me disais, et je vais venir sur le décalage après, parce que ça m'intéresse beaucoup. Mais, et j'ai cherché, j'ai pas du tout pensé, je cherchais quelque chose d'assez commun, parce qu'Amos était quand même déjà lui donnait quelque chose que je voulais balancer. Et j'ai simplement cherché je devrais pas le dire ça, mais dans ma généalogie familiale, enfin, j'ai pas fait exprès, mais il y avait des Picards, et je pense que ce nom, je me suis dit, tiens, Picard, c'est bien, ça marche bien, c'est à peu près ce que je veux faire. Et puis après, voilà, on se dit, tiens, il y a un personnage qui s'appelle presque comme moi, et presque comme mes ancêtres, enfin, ça commence à faire beaucoup, mais c'est trop tard, il est comme ça, il s'appelle comme ça, je reviendrai pas là-dessus. Et en ce qui concerne, effectivement, le malentendu, quand je parlais d'un marin chilien et que je parlais de malentendu, j'en parlais pour les histoires amoureuses, je me souviens, en me disant, mais finalement, toutes les histoires d'amour naissent de malentendus. Enfin, une histoire d'amour, c'est un malentendu gigantesque dont on met parfois toute une vie à se rendre compte qu'il s'agissait d'un malentendu. Alors, des fois, ça se termine bien, des fois, ça se termine mal. Et j'aime bien cette idée que les choses se nourrissent effectivement les choses se nourrissent de la différence. Et donc, le malentendu, c'est souvent une différence qui est dissimulée. C'est-à-dire on croit qu'on est d'accord sur quelque chose, on croit qu'on regarde ensemble. Là, j'ai la montagne en face de moi, magnifique. Donc je me disais, voilà, on regarde ensemble dans la même direction. Ce que Wallace fait dans les montagnes avec il emmène sa jeune épousée en voyage de noces dans les Alpes, justement parce qu'il est fasciné par les Alpes. Et en fait, quand on regarde dans la même direction, on regarde quand même chacun avec ses yeux et tout ce qu'il y a derrière. Et souvent, c'est une convergence qui va vite rediverger ou pas, mais j'aime cette idée qu'on arrive avec tout son... Voilà, Amos, quand il arrive en Angleterre, il a quand même tout ce qu'il amène avec lui, qui pèse dans sa relation. Et le malentendu et le décalage, c'est quelque chose qui permet effectivement de nourrir l'humour. Oui, vous dites des taches roses, effectivement, j'allais dire, toutes ces taches noires permettent aussi de voir que finalement Amos, ses avertissements macabres ne l'affectent pas tellement. Il va continuer à vivre. Et... oui, je pense que la seule... évidemment, on parle vous avez dit, on parle de sujets tout à l'heure assez contemporains et qui sont quand même pas très réjouissants. Mais c'est le monde dans lequel on vit. Et si on est toujours là aujourd'hui, c'est aussi parce qu'on a envie de continuer avec quand même tout ce qui est dur. Et je pense que ce pas de côté, franchir des lignes tous les jours, c'est la seule façon de supporter, changer de point de vue, en tout cas, c'est la façon de supporter ce qui est difficile. Et alors moi, je le fais avec... la façon dont moi je le fais dans la vie, c'est un peu ce que j'ai donné à Amos aussi, même s'il ne me ressemble pas pour tout. Mais il y a cette distance
Se dire, voilà, les malentendus sont là tout le temps. Et puis moi j'en génère par ma personnalité un peu... parfois je pense à Pierre Richard, quoi, un grand blond avec une chaussure noire. Enfin, j'ai l'impression que je débarque comme ça dans la vie parfois de façon un peu... Il y a encore les chaussures noires, c'est encore du noir. Mais... Et tous ces malentendus finalement me permettent de me décaler par rapport aux choses et peut-être me protègent. Et j'aime bien que le personnage ait aussi ce bagage-là, puisque c'est quelque chose d'important pour moi. Oui, vous les mettez en difficulté, mais en fait ça donne un regard assez tendre. Au fond, vous les aimez bien, vous les embêtez un peu. Oui, alors moi je suis quelqu'un je pense... à la fois profondément misanthrope, mais parce que je crois que j'attends beaucoup des gens, en fait, et donc je suis toujours très déçue. Et je ne me pose pas du tout la question de savoir ce que moi j'apporte ou pas aux autres. Mais non, mais il y a ce regard, je crois, que j'aime avoir, oui, sur les... Alors, le regard entomologiste d'Amos, c'est pas... Enfin, moi je l'ai, comme vous disiez tout à l'heure, j'ai ce microscope-là sur le monde qui m'entoure. Mais j'essaie d'aimer le monde qui m'entoure, sinon c'est quand même très difficile. Et j'essaie d'aimer les gens qui m'entourent, sinon voilà, leur présence pourrait être très pénible. On est quand même très nombreux sur cette planète. Il faut essayer d'être un peu... Ça se perçoit, je pense. Voilà. Tant mieux. Vous les écrivez. Moi j'ai trouvé votre roman très imagé, pour moi, érudit d'une certaine façon, parce que j'ai découvert plein de choses, teinté d'humour, oui, parfois un petit peu d'ironie, et ça, oui. Et la légèreté du ton qui est donnée à votre écriture, ça m'a vraiment beaucoup, beaucoup plu. Ça, j'avoue, si. Et ça fait écho, ça a beaucoup fait écho à mon vécu, de se retrouver dans des situations, bon, actuelles, mais... Et vous dites... La grosse question pour moi, c'est les hommes détruiront-ils la Terre? Ça, c'est la question que vous avez posée et vous répondez non. C'est même pas en leur pouvoir. Alors, le point d'interrogation, ils s'y condamneront, disparaîtront, puis c'est autre chose qui viendra. Les astéroïdes, un coup de soleil, ça, moi, j'ai vraiment beaucoup aimé. Alors, je voudrais savoir pourquoi les hommes détruiront la Terre. Non, mais ils vont quand même y participer un petit peu. Ils vont détruire leur milieu, mais pas forcément notre planète telle qu'elle est. Enfin, ils vont détruire beaucoup de choses, mais j'aime bien cette idée qui, moi, me rassure. Alors, ça peut être très angoissant, parce qu'une fois qu'on a assumé cette responsabilité de désastre, je pense qu'on est en train de l'assumer. Alors, qu'est-ce qu'on fait? Voilà, il n'y a pas le choix. Et en étudiant, justement, c'est ce que j'aimais dans ce changement de temporalité, les gens, au moment de Wallace et Darwin, enfin, la géologie vient d'être inventée quand même. Lyell, les principes de géologie, c'est quelques décennies avant. Et encore, Lyell qui découvre la géologie, lui reste croyant et donc un peu dans des contorsions pour faire coïncider deux temporalités qui ne sont pas tout à fait compatibles. Alors que pour Wallace, et c'est pour ça qu'il aime autant les Alpes, parce qu'il y a des traces effectivement des glaciations et d'événements qui ne sont pas si anciens, mais qui ont façonné le paysage. Et il y a cette idée que oui, ce qui nous précède est tellement plus grand que nous, a eu des conséquences sur notre existence aujourd'hui. Alors aujourd'hui, c'est nous qui faisons advenir effectivement l'Anthropocène, c'est quelque chose, c'est nous qui façonnons l'apparence de la planète et des choses très en profondeur aussi. On est quand même en train de créer parce que j'allais parler de noyaux en disant il y a quelque chose qui va subsister. On est aussi en train de perturber la sismologie. Enfin, c'est quand même délirant ce qu'on est en train de faire. Et en même temps, oui, il y aura quelque chose qui nous subsistera, enfin qui sera là après nous. Ça ne sera pas forcément très joli, mais on peut imaginer que la vie continuera d'une certaine façon et qu'une fois qu'on aura arrêté tout ça, d'autres choses reprendront. Et c'est vrai que moi, ça me rassure. Ça, c'est pas forcément très. Il faut penser à très long terme. Voilà. Alors c'est difficile. Hein, j'ai des enfants. Enfin voilà, cette perspective à court terme, elle est quand même très dure à assumer. C'est pour ça que je regarde les montagnes en même temps. Mais il faut essayer de se consoler avec cette temporalité qui est la nôtre et qui est tellement minime par rapport à d'autres choses. Et ce que j'aime à un moment, je parle de cette phrase de Camille Flammarion, qui était astronome et qui, comme tous ces grands génies du 19e siècle, était à la fois scientifique et
poète, et à qui on a reproché d'ailleurs sa conception poétique, comme on l'a reproché à Lamarck, qui lui avait eu des intuitions scientifiques et qui était quelqu'un d'une poésie incroyable, dans sa façon de penser, dans sa façon d'écrire. Et ce que j'aime, Camille Flammarion dit cette phrase qui est dans le livre, justement en répondant à Wallace sur est-ce qu'il y a une vie sur Mars, et Camille Flammarion parle de l'habitabilité des astres et dit mais en fait dans l'espace tout est une question de temps. Il y a des astres qui sont déjà morts, d'autres qui ne sont pas encore nés, et il y a à la fois dans l'espace des berceaux et des tombes, et je cite tout le temps cette phrase parce que je la trouve magnifique. Je me dis voilà, peut-être que nous on sera plus là, mais en fait et même si la planète est morte d'une certaine façon, même si je pense que la vie continuera différemment, mais voilà, il y en aura. Et puis si c'est pas la nôtre, il y en aura une autre, et il y en a tellement. Et je trouve ça très rassurant. Alors ça peut ne pas l'être du tout, mais c'est. Non, mais c'est ça. En fait, moi, j'ai commencé comme Amos à regarder les insectes quand j'étais enfant. Ça me fascinait aussi, comme Darwin, comme Wallace. J'y ai pas pensé consciemment avant de commencer à écrire le livre. Je pensais pas aux insectes. J'avais été, comme tout le monde, j'aimais bien les mammifères, les histoires, et dans la forêt, les orang-outans. Je me suis dit, voilà, les rhinocéros. Voilà, c'est toujours déçu quand il trouve pas des mammifères. Mais c'est pas parce qu'il aime les mammifères, c'est parce que lui, il a besoin de les vendre pour financer ses expéditions. Donc c'est pas tout à fait la même chose. Et donc cette passion pour les insectes, j'ai compris plus tard. Et évidemment, c'est aussi très rassurant au XIXe siècle, quand on étudie les insectes, c'est quand même les insectes 50% du règne animal, 50% du vivant, pardon, 90% du règne animal. 50% du vivant, ça veut dire qu'il y a plus d'insectes, mais beaucoup plus d'insectes, il n'y aura jamais de plantes ou d'autres espèces. Et je trouve ça, je pense qu'à ce moment-là, quand ils se penchent tous sur l'infiniment petit, c'est aussi rassurant, cette prolifération. Aujourd'hui, les insectes sont en train de disparaître à un rythme effectivement encore plus, lui aussi, impressionnant que les autres rythmes de disparition. Donc, on ne peut plus se contenter de cet infiniment petit qui rassurait Darwin ou Wallace et qui leur apprenait beaucoup sur le monde. Donc, on se tourne de l'autre côté. Et moi, j'ai découvert une passion pour effectivement regarder le ciel et les étoiles récemment, parce que je me dis, il vaut mieux apprendre à regarder un peu plus loin. Là. Voilà. Et évidemment, le livre n'est pas sur moi et mes passions, mais forcément, il est un petit peu aussi. Donc, je pense qu'Amos va aussi avoir peut-être ce regard à la fin du livre. Alors, c'était assez, je ne vais pas dire amusant, mais on lit, on travaille sur le livre. Thomas Pesquet s'envole à Perpète, là. Je pense que c'est pour ça que ça fascine les gens depuis quand même un certain moment. Et puis l'histoire du temps. Du temps qui passe, de tout ça. Et je me souviens, juste une anecdote personnelle, quand je suis arrivée dans une ville, un cadran solaire sur une place, un cadran solaire passant prend le temps, sinon il te prend. Et j'avoue que ça, c'est quelque chose qui m'a toujours beaucoup marqué, et c'est ça. Je pense que c'est ce qui me plaisait, oui, dans cette double focale, à la fois géographique, voilà, être tout près et très loin, et aujourd'hui, maintenant, et il y a très longtemps. Et vous avez rappelé que le livre se passe sur une semaine, finalement. Pour moi, c'était important que l'action soit effectivement concentrée, et en même temps, cette semaine, elle est profondément symbolique, puisque c'est la semaine de la création et de la Genèse, et qu'il y a et que justement, quand on invente la géologie, on se dit, oui, en fait, une journée correspond à X millions d'années, ça peut coller à peu près pour que la géologie soit compatible avec la création telle qu'elle est décrite dans la Bible. J'aime bien cette idée, effectivement, de passer tout le temps Et je crois qu'il y a aussi, pour terminer là-dessus, par rapport justement à ce que la science a mis à mal dans la religion au XIXe siècle. Moi, je suis profondément athée, le personnage d'Amos l'est aussi, mais il y a justement cette possibilité une fois qu'on a déconstruit ces symboles pour montrer que la réalité scientifique était différente, on peut jouer avec et les reconstruire. Et c'est la création, c'est une allégorie de la création à la fois littéraire et puis de la création telle qu'on peut la vivre au quotidien pour affronter l'existence. Et je pense que le personnage d'Amos s'en rend pas encore compte, mais qu'il y a il va pouvoir sortir de son incapacité à écrire ou à vivre sa relation, parce qu'il les étudie d'une façon extrêmement pragmatique, justement en acceptant la distance de la recréation fictionnelle. Oui, alors en vous écoutant, je pense qu'on comprend bien que votre roman, il nous emmène vraiment loin, à réfléchir à beaucoup de sujets,
voilà, il amène aussi de la curiosité. Hein. Une de vous l'a dit, je crois vraiment, il nous invite à aller découvrir, à aller revoir qui était Lamarck, qui était Darwin, les recherches qu'ils ont faites. Et ça, c'est vraiment très, très intéressant et enrichissant quand on fait ça. Je suis contente de pouvoir transmettre ça, parce que moi, c'est mon plaisir dans l'écriture aussi. Puisque j'ai des connaissances, mais j'ai pas forcément toutes ces connaissances-là. À ce moment-là, j'ai besoin d'aller chercher des informations, et je suis tellement contente de voir toutes ces correspondances. Donc c'est agréable de pouvoir les... C'est réussi en tout cas. Ouais. En fait, ce que je souhaitais là, c'était parce que c'est aussi un vrai roman, c'est-à-dire qu'effectivement, il y a vraiment un personnage, Amos, qui est le pilier de ce roman et qui effectivement est très incarné. Hein, moi, au début de la lecture, j'ai lu les premières pages et puis je me suis dit, mais c'est marrant, Agnès Mathieu-Daudet, je pensais pas qu'elle était scientifique, est-ce qu'elle parle d'elle? Non. Donc j'ai repris le roman, je dis non, c'est pas d'elle qu'elle parle, c'est vraiment un personnage de fiction. Et ce qui m'intéresserait là, peut-être, c'est qu'on revienne sur ce personnage et un peu sur l'évolution de ces 7 journées. Parce qu'on le découvre, donc au début du roman, Amos, il est empêtré dans sa vie, on sent que ça bouge pas beaucoup. Mais il y a quand même des événements et une personne en particulier qui vont l'amener à se décaler. Et donc Elisabeth en particulier. Et je voulais savoir, vous, votre point de vue sur ce jeune homme. Qu'est-ce qui le fait bouger au final, Amos? Est-ce qu'il bouge? Comment il bouge et vers quoi il tend? C'est drôle parce que je me rends compte à chaque fois que je fais une rencontre que je parle... oui, je parle pas de ça. En fait, c'est quand même l'essence du roman dont je ne parle pas. Je pense parce que ça m'est plus difficile. Évidemment, tous ces thèmes qui me passionnent, c'est facile d'en parler. Parler de l'intimité des personnages et de la façon dont on l'a construite, c'est quelque chose... J'écris des livres parce que j'ai pas forcément envie de le faire à l'oral. Et alors, c'est toujours très difficile de revenir là-dessus parce que on a du mal à décrire quelque chose qui est de l'ordre de... Oui, la relation amoureuse ou c'est beaucoup plus compliqué d'en parler. Donc c'est pour ça que je l'écris. Mais le personnage d'Elisabeth, je me rends compte à la fin de chaque rencontre que je n'en parle pas. Alors que c'est quand même central. Au départ, c'était elle, le personnage principal. Enfin, pas vraiment, parce que je voulais quand même raconter cette histoire de Wallace, il fallait que ça passe par Amos. Mais ils étaient tous les deux... le livre, je l'avais commencé à la 3e personne, et j'alternais une 3e personne quand même assez incarnée, et donc c'était les points de vue d'Amos, les points de vue d'Elisabeth. Et je me suis rendu compte qu'en fait, ce qui m'intéressait dans ce personnage d'Amos, c'était qu'il regarde aussi cette relation adultère avec la distance qu'il met dans son observation du monde. Et que la relation adultère, j'aime pas ce mot d'adultère, mais d'ailleurs, il joue là-dessus, parce que c'est elle qui l'utilise pour le... Et lui, il aime pas ça, c'est pas ce qu'il voulait, lui, avec elle. Mais c'est la relation qu'il vit. Et finalement, ça doit l'arranger aussi un petit peu, parce que c'est une relation qui, par essence, est à distance. Ils sont pas ensemble. Et donc, ce qui lui permet, lui, d'avoir toutes ces plages de temps pendant lesquelles il dissèque, et il observe, et il détruit un petit peu à sa façon au passage. Et le personnage d'Elisabeth, j'avais vraiment envie aussi par rapport à une histoire plus classique, où je voulais que ce soit, sûrement une femme qui trompe un homme, et de pouvoir explorer aussi ce qu'elle peut ressentir, mais du point de vue de l'homme qui attend cette femme qui trompe un autre homme. Et je trouvais que c'était intéressant, parce que c'est quelque chose que je voyais moins peut-être dans la fiction. Et c'était beaucoup plus intéressant, moi, en tant que romancière, de me mettre dans la tête de cet homme qui attend une femme qui n'est pas avec lui. C'est une situation que je ne peux pas avoir vécue, et que en tout cas pas de ce point de vue-là. Donc je trouvais ça très... Je voulais le voir à la fois, qui essaie de se détacher, mais qui souffre quand même, et puis elle qui l'imagine... qui se rend peut-être pas compte à quel point il est sensible, et à quel point finalement il est quand même impliqué dans cette histoire et pas si distant que ça. Oui, parce qu'ils entretiennent une relation particulière quand même. Au-delà de l'adultère, on sent qu'il y a des échanges qui sont liés aussi, comme on parlait tout à l'heure de malentendus, à leur histoire personnelle. Elle a dépassé certaines choses, notamment avec cette espèce d'accession sociale. Elle s'est mariée avec un homme
on comprend qu'elle vient d'un milieu plus modeste, on comprend qu'elle a eu une enfance compliquée aussi, on ne sait pas pourquoi. Lui, il a une enfance compliquée puisque sa mère a essayé de se jeter par la fenêtre. On comprend qu'elle était dépressive et qu'en plus elle n'a pas réussi. Elle est dans une chambre, on comprend qu'elle est à la fois soignée, mais elle vit un peu dans un état végétatif. Il n'a pas envie d'en parler, elle ne parle pas non plus de son passé, mais on comprend qu'ils se rejoignent aussi dans cette façon. Elle l'a dépassé en construisant une vie qui a l'air épanouie avec un mari, des enfants et de l'argent. Voilà, lui, il l'a dépassé en refusant d'y penser. Puis bon, évidemment, tout ça nous rattrape toujours, mais j'avais envie que ce ne soient pas deux personnes qui s'entraident dans leur malheur mutuel, mais qui, justement, ça n'apparaît pas beaucoup. Parce que ce qui m'intéressait, c'était que ce soit vraiment leur relation qui soit l'enjeu. Et ça fait peut-être encore partie du malentendu, en fait. Parce que dans la relation, on apporte tout ce bagage sans forcément en parler. On dit qu'on en parle un peu d'Elisabeth dans les rencontres, mais ça ne m'étonne pas parce que, en fait, tout est vu au travers du... Oui, pardon. C'est la femme de l'ombre. De regard d'Amos, quoi. Il parle de sa relation à lui, et il parle de ses sentiments à lui, et il parle des sentiments d'Elisabeth. Mais c'est toujours lui qui parle. Oui, c'est ça que j'ai modifié en cours de route, parce que... Mais c'est intéressant. Parce que je voulais aller jusqu'au bout de ça, de tout comment Amos était ce microscope justement qui me permettait de regarder le monde, et aussi sa relation avec Elisabeth. Et donc il imagine tout le temps, et des fois il tombe vraiment pas juste. Il se rend compte à la fin du livre peut-être qu'il y a des choses qu'il n'a pas du tout perçues, et encore des malentendus. Mais heureusement il y a des choses qui se passent bien. Mais j'avais envie de... Oui, parce que j'avais envie de pouvoir parler d'Elisabeth à travers Amos, tout en disant des choses, évidemment, parce qu'on parle de malentendus, mais on oublie aussi le revers, qui est que parfois les autres perçoivent de nous des choses dont on n'a pas conscience qu'ils les ont perçues. Ça reste des non-dits, et en fait, je crois que c'est ça la générosité aussi du sentiment amoureux qui m'intéresse. C'est tout ce qui n'est pas dit, et quand on se rend compte à la fin d'une vie ou à la fin d'une relation, qu'en fait l'autre avait perçu des tas de choses qu'il n'a par pudeur ou parce que c'est sa façon d'être pas dite. Moi, je suis quelqu'un qui parle beaucoup, donc ça m'intéressait d'avoir ces non-dits qui sont aussi des non-dits positifs et pas forcément des malentendus négatifs. Un personnage dont j'aimerais que vous puissiez nous parler. Ah pardon, je t'ai coupé la parole. Excuse-moi. C'est le personnage de Mike, qui pour moi est le seul qui lui n'a pas de ligne à franchir. Le voisin. Alors voulez-vous lui donner vraiment dans le roman? C'est un peu le Deus ex machina. Justement, la voiture est à l'envers et le voisin, il s'est pas rendu compte que c'est l'image du scarabée que j'aimais beaucoup puisqu'il y avait toutes ces résonances avec les insectes. Le scarabée est sur le dos et il peut pas se retourner et il faut l'aider. Il peut mourir comme ça à l'envers et donc Amos qui croit qu'il peut vivre tout seul a besoin d'aide quand même. Et je pense que cette figure du voisin qui est distante, l'aide en fait quand il se rend compte que cette personne interagit avec lui sans le moindre... Au départ, il veut l'utiliser, lui. Il se dit « Ah oui, le voisin mineur au chômage, c'est parfait pour mon étude sur Wallace et mon immersion. Je vais être ami avec des mineurs au chômage. » C'est un peu ça l'idée quand même. Il a envie d'être intégré. Et en fait, il se rend compte que utiliser les autres, c'est peut-être pas ce qu'il faut faire, mais ça crée quand même une relation amicale qui ne se développe pas dans le temps du roman, mais dont on sent qu'elle est là. Il réapparaît à la fin du livre. C'est lui qui va prendre Jacob en charge. Et finalement, oui, j'aime l'idée de quelqu'un qui, quand Amos essaie d'aider Jacob, c'est finalement Mike qui va l'aider à aider Jacob. Et oui, il y avait cette histoire aussi d'interdépendance humaine qui m'intéresse, parce que Amos voudrait faire tout seul, mais finalement, il croit qu'il est tout seul, mais il a cette relation avec Elisabeth et ce voisin bienveillant qui est pas loin non plus. Et puis j'aimais le potentiel comique Oui, il a l'impression qu'il étudie tout seul son Wallace et que personne ne connaît ça. Et puis le voisin, il regarde des tas de documentaires, il est tout à fait au courant. Et donc cet enjeu Wallace disparaît d'un coup. Et puis il se dit, mais alors, comment il faut que j'en parle? Parce que si en plus tout le monde le connaît déjà. Et donc il y avait aussi ça qui était... Oui, il est tout à fait hors cliché, Mike, en fait, je trouve. Intelligent, en fait, sociable, serviable. J'étais pas sûre qu'il soit totalement crédible, mais en fait, c'est un Mike que j'ai rencontré pour le coup, qui était mon voisin en Angleterre, et je l'ai un petit peu romancé, mais il y avait quelque chose qui moi m'avait
Enfin, ces gens qui ont cette générosité humaine qui résiste à tout. Enfin, ça m'a toujours fasciné. Il y a des gens qui sont comme ça, quoi, qui donnent toute leur vie. Et pas forcément pour compenser des manques ou des... Alors lui, il se trouve qu'il a des manques familiaux, mais il y a une attention aux autres qui me plaisait, qui n'était pas du tout l'attention entomologiste, mais une attention généreuse, plus incarnée, émotionnelle en tout cas, et moins scientifique. En tous les cas, tous ces autres personnages sont aussi des personnages très riches et très intéressants qui nous ont amenés, nous, beaucoup à réfléchir dans notre petit groupe quand on a préparé cette rencontre. Il y avait une scène aussi qui nous a beaucoup interpellés, qui est la scène du samedi soir. Donc pour expliquer de quoi il s'agit, il y a une soirée qui est donnée à l'université parce qu'il est question d'un sponsor qui va financer de la recherche à l'étranger. Et donc sont invités les mécènes, les chercheurs qui sont financés par la Wallaciana, les notables du coin. Tout ça se fait dans l'atmosphère et la culture anglaise, avec un code vestimentaire à respecter pour les dames, pour les hommes, voilà. Et à la fin de cette soirée, Amos est invité par un baron qui est présent et qui veut absolument lui montrer quelque chose. Donc ça reste très mystérieux. Il se retrouve embarqué au domicile de ce baron avec Elisabeth, John, le financeur dont j'ai oublié le nom. Carlos Schultz. Donc voilà, ils ont découvert en plus le mécène. À l'occasion de cette soirée que vraiment John trahit tous les idéaux de la recherche et qu'il pactise avec une grosse firme pétrolière pour pouvoir financer ses missions. Donc tout ce beau monde se retrouve dans le manoir du baron. Le baron emmène Amos dans le grenier et lui montre des orang-outans empaillés. J'ai sélectionné un petit passage que je vais vous lire dans le roman parce que vous avez une écriture qui vraiment fuse. On a relevé plusieurs phrases qui franchement sont parlantes et extrêmement bien écrites et disent tellement de choses. C'est très riche. Donc le baron explique au sujet de ces orang-outans qu'il a acheté les peaux à un marchand, mais il les a empaillés lui-même, d'après photo et avec la caution scientifique de John. Et en disant cela, il se retourne vers ce dernier, conscient du pouvoir que l'argent lui confère, le pouvoir de faire n'importe quoi, quitte à inventer de nouvelles espèces, puisque les 3 tas marrons ne ressemblent en rien à des orang-outans, un pouvoir plus durable que les avancées scientifiques. Voilà, et du coup, cette soirée, alors ça c'est un peu le point d'orgue, voilà, pour Amos en tout cas, qui se passe. Il y a un côté un peu grotesque du rôle de cette noblesse anglaise, parce que là elle est anglaise, mais partout dans les pays européens, je pense que c'est la même chose, qui se sont un peu le rôle peut-être des collectionneurs aussi, d'avoir des espèces de trophées. Et au final, qu'est-ce que ça dit? Qu'est-ce que ça dit de nos sociétés, cette manière d'être en relation avec le vivant, avec la nature, avec tout ce monde qui nous entoure? Oui, c'est vrai que moi, c'est une scène que j'avais... Quand j'ai commencé à écrire, j'avais écrit une scène de orang-outan empaillé, sans savoir que je ne connaissais même pas l'existence de Wallace. Et après, je me suis rendu compte que la naturalisation, ça m'intéressait, que j'avais fait un stage au muséum d'histoire naturelle à Paris, dans l'atelier de taxidermie. J'avais trouvé ça absolument fascinant. Et de savoir justement à quel point, de me rendre compte de comment on pouvait effectivement interpréter un corps d'animal décédé, que finalement le naturalisme était
quelque chose de très subjectif très vite. On a parlé hier, j'avais une lecture en correspondance avec le muséum à Grenoble justement, et on parlait de ça en regardant les collections, et en fait en parlant aussi de dessins naturalistes, qui est déjà une interprétation. On a reproché à Wallace ces dessins de palmiers parce qu'ils étaient pas forcément exactement comme les botanistes les attendaient. Il y avait déjà dans ce regard quelque chose d'orienté. Après, j'aimais l'idée de cette mode aussi de... Je dis beaucoup j'aimais l'idée, mais c'est vrai que ça commence comme ça souvent. Et je cite d'ailleurs la phrase de Faust, le Faust de Goethe, qui parle de finalement ces cabinets de curiosité qui sont des déserts et des amoncellements de choses mortes. Et c'est exactement ça. Les orang-outans, ce sont des peaux... Il y a quelque chose de mort qui évidemment correspondait à cette société moribonde alors ça c'était aussi un rappel un petit peu de la façon dont Wallace s'était opposé à ces grands propriétaires fonciers. Donc le personnage d'Amos est un petit peu aussi dans une posture caricaturale par rapport à ça. Il sait qu'il y a des histoires d'ascension sociale dans sa famille, que son père avait des objectifs pour lui qu'il n'a visiblement pas remplis. Il se dit voilà, que penserait mon père en me voyant aujourd'hui chez ce baron. Et en même temps, j'aime l'idée que lui est profondément ému par les étiquettes. Les orang-outans portent les étiquettes avec l'écriture de Wallace, alors que le baron collectionne ça, comme voilà, sa femme collectionne les oiseaux, Darwin a collecté des oiseaux, donc il a des oiseaux de Darwin, évidemment il n'a pas d'orang-outan de Darwin puisque ça ne l'intéressait pas, enfin c'est comme ça qu'il s'est formulé. Et je pense que c'est aussi une façon de rappeler cette opposition entre Darwin et Wallace qui est tout le temps un peu l'outsider dans les études à ce moment-là, notamment en raison de son attrait pour le spiritisme, qui va venir après dans la scène juste après, toujours chez le baron. Donc j'avais envie qu'il y ait tout ça, qui c'était les thèmes vraiment de Wallace qui réapparaissent là. Et en même temps, oui, il y avait une symbolique de ce monde passé, on garde tout ça au grenier, et la façon dont on peut essayer chacun... Celle-ci est peut-être moins noble, voilà, de recréer le monde. Mais finalement, le baron, ce qu'il fait, c'est exactement ce qu'on disait tout à l'heure. Et lui aussi a recréé le monde à sa façon. Il s'est façonné ces 3 orang-outans. Et je trouvais ça assez... je le traite de façon... oui, on a parlé d'ironie, mais là, c'est même cynique. Mais au fond, ça m'attendrit quand même. Il m'attendrit, cet homme qui s'est recréé ces 3 singes dans son grenier. Il y a quelque chose de toujours touchant dans ces interventions-là, je trouve. Il n'y comprend rien, Amos, à ce qui se passe à ce moment-là. Enfin, ça l'intéresse moyennement aussi. Mais enfin, si, à la fin, il se dit, bah oui, finalement, parce que le spiritisme au 19e, c'est la grande quand même passion de beaucoup de scientifiques qui se disent, mais après tout, voilà... oui, l'électricité, voilà, Edison tout d'un coup met cette foudre divine dans une ampoule. Enfin, c'est quelque chose qui n'est pas expliqué quelques décennies avant, et tout d'un coup, on a réussi à l'expliquer, à l'utiliser. Pourquoi on n'expliquerait pas les phénomènes paranormaux? C'est une époque où tout le monde se pose cette question. Enfin, pas tout le monde, mais beaucoup de scientifiques se la posent, en se disant peut-être qu'on va expliquer certaines choses, et peut-être que c'est vrai, mais peut-être qu'on va expliquer certaines choses qu'on ne maîtrise pas encore un jour. Et ça j'aime beaucoup cette idée de relativité de la science, qui paraît antinomique, mais en fait qui est là. Et donc Wallace est particulièrement crédule quand même, parce qu'il a assisté à des séances de spiritisme, c'est très drôle, avec des gens qui sont condamnés, arrêtés tout de suite après. Il a touché des nouveau-nés, des chefs indiens, enfin il y a toutes les figures du spiritisme américain, parce qu'il fait une grande tournée aux États-Unis. Et dans toutes ces séances de spiritisme, on voit toujours apparaître un chef indien, enfin, c'est très caricatural. Il tombe là-dedans, mais je pense parce que finalement, à la fin de sa vie, tout ce qu'il a découvert sur l'évolution par sélection naturelle ne lui suffit plus. Enfin, il y a une espèce de retour, et Darwin s'éloigne de lui à ce moment-là. Il s'éloigne vraiment de façon irréconciliable, parce que Darwin est resté quelqu'un de rationnel et rationaliste jusqu'à la fin de sa vie. Alors que Wallace, il y a un moment, il trouve que finalement, peut-être que tout ça n'explique pas la supériorité de l'esprit humain sur le monde qui l'entoure, qu'il y a peut-être quelque chose en nous qui échappe à ces explications et qui échappe à la science. Et il rejoint pas une idée... enfin, il reste athée, mais il y a quelque chose quand même plutôt qui survit. Et j'aimais bien cette idée, en fait, quand on a tout déconstruit, et finalement, des fois, on a quand même encore besoin de transcendance et d'aller chercher quelque chose. Et Amos, lui, il n'a pas besoin, mais il se dit, voilà, après tout, pourquoi pas oui, on peut expliquer pourquoi Wallace, à la fin de sa vie, voit apparaître dans une séance de spiritisme son frère mort, pense-t-il, par sa faute, 50 ans plus tôt en Amazonie.
c'est la culpabilité. Et Amos dit, voilà, oui, on peut tout expliquer. On peut expliquer par l'inconscient des tas de choses qui se passent. Ça ne le gêne pas plus que ça. Mais j'avais envie d'écrire une scène, encore, où il y a du noir et voilà. Et puis, parce que oui, les gens se réunissent encore pour faire des séances de spiritisme. Et je trouve ça... je l'ai fait adolescente et je trouvais ça... J'aime l'imagerie que ça convoque, parce qu'il y a quelque chose de très victorien. C'est quand même la grande mode du spiritisme, c'est ce moment-là. Donc, oui, il y avait aussi ce rapport au temps encore, comme les orang-outans empaillés. On fait des séances de spiritisme très 19e, voilà, en y croyant plus ou moins, mais y croire plus ou moins, ça permet quand même de continuer à vivre d'une certaine façon. Donc, voilà. On va arriver à la fin de cette rencontre. Je ne sais pas si l'une de vous souhaitait... Il y a une dernière petite question. Il y a encore plein de Plein de questions. Tant mieux. On a discuté vraiment des heures de votre... Ça fait très plaisir, en tout cas. On a pris beaucoup de plaisir. Merci. Moi, oui, je l'entends et c'est très agréable pour moi. Donc Et puis c'est bien d'avoir le temps, effectivement, de développer tous ces thèmes dont j'oublie, moi, parfois, qui sont dans le livre et que chacun perçoit à sa façon. Et ça, c'est pour ça que les rencontres sont importantes aussi. Une fois que le livre est écrit, il continue quand même à se passer quelque chose autour de lui. Pour moi aussi, de constructif. Donc merci à vous. Merci beaucoup. Merci.